sommes une équipe donc, de 258 chercheurs qui travaillent sur les matériaux et les structures. Alors, le bio-inspiré, nous avons une vingtaine de doctorants, pas plus. Donc, pour faire simple, 10% de nos chercheurs. Donc, c'est un domaine qui est encore émergent et sur lequel on est leader en Europe, qui travaillent sur le bio-inspiré. Je vais vous donner quelques exemples simples. Vous savez qu'on veut creuser sur Mars. On veut ramener des échantillons de la planète Mars. Et les échantillons les plus intéressants, il faut creuser pour les avoir, parce qu'il est probable qu'il y avait de l'eau autrefois dans le sous-sol de Mars. Creuser sur Mars, c'est très compliqué, parce qu'il faut de l'énergie, il faut un bras de levier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'image des astronautes Apollo 15 avec leur perceuse Black & Decker. C'était très compliqué, ils ont failli se casser la figure. D'ailleurs, ils se sont cassés la figure même. Bon. Donc on est allé voir dans la nature quels sont les animaux qui ont à percer des revêtements durs avec peu d'énergie et peu de réaction. On s'est aperçu qu'il y avait des guêpes, qu'il y avait des outils à réaction nulle, que l'évolution avait développé pour déposer leurs œufs dans les bois très durs des arbres. Bois, fibres de carbone aussi, également. Donc on a copié avec un microscope électronique à balayage, voyez, on a copié ici le système, en anglais, excusez-moi, les mots me viennent en anglais, de perçage, merci. La tarière, voilà, merci pour la traduction. La tarière de trucs pour faire un démonstrateur pour la sonde Mars Sample Return. Alors Mars Sample Return est un projet européen pour ramener des échantillons de la planète Mars qui permet, alors on a fait un démonstrateur, on a fait beaucoup de mathématiques pour montrer comment ça marche, on a modélisé le régolithe martien et il y a deux applications. D'abord on divise par 4 la masse du système de forage de Mars Sample Return, vu le prix du gramme sur Mars, c'est très important. Et ensuite, il y a des dentistes qui sont venus nous voir, parce que pour aller faire de la microchirurgie à l'intérieur des dents, eh bien, ils ont le même problème que la guêpe. Percer dans une dent, c'est du matériau très dur, on a très peu de place, ou on a très peu d'énergie, enfin bref, voilà, bon, vous m'avez compris. Donc voilà une première application de la bio-inspiration. Une deuxième application nous est venue d'un grand avionneur français qui fait des avions de combat, qui les fabrique en rafale. Et donc cet avionneur-là est venu nous voir parce qu'ils veulent garantir la cognition de la posture de leur pilote. C'est quoi la cognition de la posture? Alors la cognition de la posture, c'est ce qui fait, oui, c'est ce qui fait que tu sais dans quelle position tu es. Alors les pilotes ont 3 modes de cognition. Ils ont d'abord le toucher. Ça s'appelle piloter aux fesses, excusez-moi, mais c'est le terme qu'on utilise, le toucher. Ensuite, il y a la vision, c'est la ligne d'horizon. Et puis, il y a surtout la centrale inertielle, qui est l'oreille interne. Or, l'oreille interne est fortement perturbée dans un avion de chasse, pour des raisons évidentes. De fait, tout est perturbé, mais en particulier l'oreille interne. Et donc, ils nous ont demandé à nous de faire un modèle de l'oreille interne. Donc, on s'est associé à une petite université américaine qui s'appelle le MIT, parce que les neurobiologistes du MIT sont les maîtres du nystagmus optocinétique. Alors, nystagmus optocinétique, c'est un phénomène de mesure des influx nerveux par les mouvements des yeux. Voilà. On s'est associé à eux pour les neurophysiologistes. Mais nous, en tant que mécaniciens, ça nous a permis de bâtir un modèle numérique puis analytique de l'ensemble des canaux semi-circulaires de l'utricule et du sacule, qui sont les 5 capteurs qu'on a dans chaque oreille, donc ça fait 10 capteurs, pour reconstituer la centrale inertielle que nous avons dans la tête. Alors, chose étonnante, ce ne sont ni les pilotes ni les astronautes qui se servent de notre modèle, ce sont les médecins. Car ils se sont aperçus qu'on pouvait rééduquer les personnes qui ont la sclérose en plaques avec notre modèle. Alors plus précisément, attention, les personnes qui ont les atteintes vestibulaires de la sclérose en plaques. Mieux, on a pu en faire remarcher grâce à ce modèle, ce qui nous a valu la visite de Claire Chazal d'ailleurs, qui est venue nous voir pour revoir les gens marcher, etc., 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 etc. Donc voilà une première application. Alors, on est devenu de ce fait des spécialistes des interactions en flux de structure à l'intérieur de l'oreille. On a fait des essais en vol parabolique pour enlever la composante gravitaire aussi, donc voilà. Et puis, les gens de Purpan sont venus nous voir juste à côté, là, parce qu'on a le président de la Fédération mondiale des ORL à Purpan, figurez-vous, qui est le pionnier des implants cochléaires dans la cochlée. Il se trouve que c'est le même fluide. Alors, le fabricant, si vous voulez, le problème de travailler sur le vivant par rapport à un Airbus, c'est qu'avec l'Airbus, on a le dossier du constructeur. Là, on n'a pas le dossier du constructeur. C'est la seule différence. Mais ce sont des systèmes dynamiques exactement les mêmes. Et donc, l'expertise qu'on a acquise auprès des lanceurs, etc., on l'a mise au service de la modélisation des implants cochléaires dans l'oreille interne. Alors, je vous expliquer que l'audition, elle se passe dans un organe qui fait à peu près une trentaine de millimètres de long, qui s'appelle la cochlée, où il y a un fluide, il y a une membrane alors, on va dérouler la cochlée, c'est comme une trompette, mais une trompette, on peut la dérouler. Et donc, il y a une membrane au milieu
qui comporte alors une propriété très particulière que les anciens connaissaient. Dès qu'on fabrique une harpe, on sait très bien que chaque fréquence, et ça date de l'Antiquité, chaque fréquence, en fait le corps de la harpe ressemble à la cochlée. Chaque fréquence est attribuée à un endroit dans la cochlée. Alors la nature avait fait ça bien avant nous, et donc a bâti dans l'organe, dans la membrane basilaire que nous allons voir maintenant. Donc la cochlée qui est enroulée, elle comporte cette fameuse membrane. Il y a ici un organe qu'on appelle l'organe de Corti, qui est le siège de l'audition. Bon, alors ce siège de l'audition fait la décomposition de Fourier du signal et vient le mesurer. Alors voilà exactement comment ça se passe. Le canal fait à peu près 0,3 mm de diamètre et vous avez une membrane mécanique. Il y a une membrane chimique dont on ne va pas s'occuper, une membrane mécanique. Et nous avons, nous, modélisé l'organe de Corti et on a publié là-dessus. Ah oui, parce qu'on publie absolument tout. On est payé pour publier. Et pour donner nos publications, qui s'appellent les théorèmes, à toute l'industrie mondiale. Voilà. On est payé pour transformer le café en théorème. On fait ça toute la journée. On achète beaucoup de café, qu'on fait payer très cher quand même, 13 millions d'euros par an, et on publie beaucoup de théorèmes qu'on appelle les publications. Et donc, on a publié un modèle de l'organe de Corti sous forme, alors c'est un peu compliqué, sous forme d'un piézoélectrique. Et il y a une entreprise japonaise qui a récupéré notre modèle et qui a construit une cochlée artificielle qu'on peut implanter chez les gens et qui remplace la cochlée quand elle ne marche plus. Voilà. Voilà un exemple de bio-inspiration, alors qui nous est venu de la nature et qui retourne à la nature, puisque je vous avais promis qu'on reviendrait à la nature. Donc voilà notre démonstrateur à nous, parce que nous, on n'est pas des industriels. Notre cochlée artificielle, alors il y a tout un tas de choses, il y a un trou noir acoustique, il y a des interactions coque fluide, etc. Elle faisait 900 mm de long. Les Japonais, technologiquement, étaient capables de le réduire à la taille, voilà, à la taille de leur... Oui, parce que 900 mm de long, même pour un éléphant, c'était encore un peu grand. Alors, oui. Alors, on va casser vraiment le tourbillon marginal. Voilà. Alors, le winglet, il a deux missions. Il faut le savoir. Les aérodynamiciens vous diront que c'est pour casser le tourbillon marginal. Oui et non. C'est vrai et c'est pas vrai. Alors moi je peux vous le démontrer parce que j'ai participé, je suis un des papas de la 340, j'ai passé 7 ans chez Airbus. Alors, l'aventure du wingtip de la 340, c'est tout à fait extraordinaire. On s'est aperçu que oui, certes, il participait un petit peu à casser le tourbillon marginal, mais surtout il donnait de l'inertie en torsion. Je vais vous emmener dans la navette spatiale, 2 minutes. Il faut que je trouve le fichier. Photo, on le voit très bien. Regardez, c'est un vieux 747, comme celui de Donald Trump. Regardez, vous avez vu sur l'aile là? Vous savez ce que c'est ça? Cette barre là, je ne sais pas si vous la voyez. Elle fait 2,50 m, elle fait 300 kg. Vous m'avez entendu, 300 kg. C'est-à-dire que vous avez 3 passagers de chaque côté en masse pour augmenter l'inertie en rotation de la voilure pour le flottement aérodynamique. Alors, il est beaucoup plus élégant de mettre une masse sous forme, vous voyez ce que je veux dire, sous forme d'un plan qui en plus casse le tourbillon marginal. Mais on ne peut vraiment casser le tourbillon marginal qu'avec un biplan. Donc, voilà, vous avez compris. Et donc, pour avoir en plus de la mission fondamentale qui était le flottement. D'ailleurs, je vais même vous faire une confidence sur le 747-100. Ça, c'est un 747-200. Mais sur les 747-100, je vous signale que vous aviez en plus 300 kg, vous savez de quel matériau? D'uranium appauvri. Ouais, vous m'entendez bien. D'uranium appauvri dans le mât extérieur pour augmenter, justement à cause de cette histoire de flottement. Et d'ailleurs, ça a fait une histoire. Regardez bien, à Schiphol, à Amsterdam, il y a eu un 747 cargo qui s'est craché, et il y a eu de l'uranium dans la nature à cause de ça. Et cet uranium, il était là parce qu'il fallait un matériau suffisamment dense pour mettre assez de masse dans assez peu de volume. Il y a 2 matériaux possibles. Vous pouviez mettre 300 kg d'or ou 300 kg d'uranium. Et ils ont préféré mettre 300 kg d'uranium. Inertie, alors, j'ai essayé de vous dire. Le couplage, c'est le couplage entre les modes de flexion et les modes de torsion. Et en fait, c'est la coïncidence des fréquences entre les modes de flexion et les modes de torsion qui crée le flottement de la voilure. Alors, les oiseaux, eux, ils ont bien compris parce qu'ils ont des, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils ont des plumes justement multiples pour lutter contre ça. Ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui parce qu'il faudrait vraiment un morphing. Alors le biplan est une première étape, mais ça n'est qu'une première étape. La seule façon de faire, c'est de découpler les fréquences.
Alors vous pouvez difficilement changer la fréquence en flexion parce qu'il faut refaire toute la structure de la volée. En torsion, vous rajoutez des masses. Et rajouter des masses, ben, vous les mettez le plus loin possible dans le moteur extérieur ou carrément en bout. Donc je vous donne un scoop, les wingtips sur les avions autrefois, jusque-là, c'était essentiellement pour des problèmes dynamiques et un petit peu pour l'aérodynamique. Et on retrouve l'aérodynamique grâce au double. Vous voyez? Pour ça, je vous pose la question. Alors, mais je vais vous dire, il y a une contradiction. Alors, j'entends même dire, oui, le chemin est plus long en dessus qu'en dessous. Oui. Et on vous dit aussitôt, on le fait en fluide incompressible. Alors, expliquez-moi, comment en fluide incompressible, on peut faire des chemins différents? La vérité, je suis désolé de le dire, c'est que les aérodynamiciens ne savent pas toujours ce qu'ils disent. Et parce que les aérodynamiciens n'ont pas assez lu Newton. Moi, vous savez, je suis né avec Newton. Et donc, ben oui, je suis désolé de le dire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, voilà, là, on le voit très très bien. Coanda, c'est pas lui qui fait la portance. Coanda, il fait, et d'ailleurs, vous allez voir à quel point c'est vrai ce que je vous dis, parce que je ne vous ai pas tout dit, mais je vais tout vous dire maintenant. Faut que je vous avoue tout. Coanda, il a ses limites aussi, qui s'appelle le décrochage. Alors, ben oui, parce que qu'est-ce qui va se passer? Et vous allez voir à quel point c'est vrai ce que je vous dis, doublement. Effectivement, Coanda, lui, c'est tout simplement le fait que le fluide, on dit aussi que la nature a horreur du vide, mais c'est une autre façon de... que le fluide va suivre le solide. Donc, il ne va pas continuer tout droit parce qu'il va adhérer. José, je dirais que Clément adhère, mais je ne ferai pas de mauvais jeu de mots. Bon, donc, il va adhérer. Et après, c'est Newton. C'est Newton qui fait du fait qu'il va tourner en rond que ça va tirer. D'ailleurs, vous créez aussi la traînée au passage. Hein, parce que, et ouais, vous créez aussi la traînée. Alors, vous allez me dire, il y a deux éléments nouveaux que je vais vous donner. C'est que même Coanda, il a sa limite. C'est que quand vous allez augmenter l'incidence, il ne va plus pouvoir suivre. Il va se passer des trucs bizarres qui fait qu'il va y avoir des tourbillons et ça va décrocher. Ça s'appelle le décrochage. Et après, vous allez me dire, mais en dessous aussi, il va suivre la même trajectoire. Non, parce que l'aile, elle a une épaisseur non nulle. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre quelque chose entre les deux, entre l'intrado et l'extrado. Il faut mettre du carburant, il faut mettre de la structure, il faut mettre peut-être des passagers un jour. Mais bon, on va faire une aile volante un jour, qui est d'ailleurs de bio-inspiration. Hein. Une aile volante, c'est la Raymanta. Hein. C'est exactement là. J'en ai pas parlé, mais on aurait pu montrer des photos de Raymanta. Bon. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un petit peu de portance en dessous et beaucoup de portance au-dessus. De fait, c'est vrai. En fait, il ne faut pas dire que l'intrado ne porte pas. Mais vous avez à peu près 80% de la portance qui est due à l'extrado, c'est-à-dire c'est l'aspiration de l'extrado et un petit peu pour la surpression en dessous. Regardez sur cette photo. Regardez, on voit très très bien que c'est la dépression sur l'extrado qui fait voler l'avion. Là, on le voit très très bien. Puis alors, le tourbillon qui vient de la recirculation de l'air du dessus à l'air du dessous, là on le voit, mais alors, on le voit, mais c'est magnifique. Alors, regardez, et c'est pas truqué, hein. C'est vraiment un nuage et c'est vraiment un avion. Hein. Attendez, j'en ai quelques-unes des... Voilà, ça c'est le vortex sur Concorde. Regardez le nuage qui est en dessous. Comme un simple petit jet d'affaires va perturber le nuage qui est en dessous. Ça c'est un avion d'épandage, on le voit bien le tourbillon. Le tourbillon on le voit bien. Là on voit que l'avion il est suspendu. Il est suspendu par l'extrado. Alors là on peut pas mieux le voir. La dépression fait que... voilà. Newton à cause de... Mais c'est l'expérience, en fait si vous regardez bien, c'est la fameuse expérience de la... Ça parle tout de suite. Hein. Les oiseaux l'ont compris. Eux. Les aérodynamiciens, un peu moins. Non. Ah bah, si vous voulez me faire faire une autre conférence là-dessus, il n'y a aucun problème. Alors, Solar Impulse, c'est une chose fabuleuse. Alors, si vous voulez, il y a deux choses. Il y a le vol électrique. Ça, c'est, à mon avis, porteur pour les petits avions. Hein, parce que Solar Impulse, vous aviez un passager quand même. Donc, c'est... pour quelque chose comme ça, il faudra trouver autre chose quand même. Hein. Mais même pour les voitures, d'ailleurs. Alors, moi, je vais vous donner un scoop. C'est l'hydrogène. Et si vous venez visiter Clément Ader, ce que je vous invite à faire, vous verrez qu'on a 9000 m² de labo, on a le supercalculateur qui est le numéro 2 en France quand même, hein, et le 58e mondial. On travaille beaucoup sur l'hydrogène. Alors l'hydrogène, si vous voulez, il faut quand même si vous vouliez faire voler un avion comme un A300 avec des batteries, est-ce que vous imaginerez la masse de batteries qu'il faudrait? C'est quelque chose, si vous voulez, elle ne rentrerait pas dans ce hangar. Elle n'entrerait pas dans ce hangar. Vous voyez à peu près ce que ça représente. Oui, en termes de puissance. Hein, parce que... Donc Solar Impulse, c'est une chose fabuleuse
pour le développement durable, au même titre que le vélo électrique, que les moyens qu'on appelle de transport doux. Et il va falloir qu'on s'y mette. Il n'y a rien à faire. Et moi, j'encourage de demain ce genre d'expérience, comme par exemple l'hélicoptère à pédales. Vous savez par exemple qu'il y a eu un concours Sikorsky où les Américains ont réussi à faire voler un hélicoptère à pédales. C'est une performance. C'est pas demain qu'on verra dans la rue des hélicoptères à pédales. Mais en soi, c'est une performance absolument fabuleuse. Fabuleuse. Comme la première voiture de Peugeot, elle va aller à 3 km/h, elle avait 500 mètres d'autonomie. Il n'empêche que. Bon. Après, pour le transport de masse, il faudra trouver autre chose. Et autre chose, moi, je vais vous donner un scoop. L'hydrogène, il y a deux problèmes. Il y a le stockage et le moteur. Alors, le stockage, si vous prenez effectivement un réservoir comme ça, à 800 bars, même avec un réservoir comme ça, avec de l'hydrogène dedans, je ne vous conseille pas de vous asseoir dessus, surtout si vous fumez, parce que l'hydrogène est fugace, c'est-à-dire qu'il passe à travers les parois, quelle qu'elle soit, même en métal. L'hydrogène liquide, c'est moins 252 degrés. C'est-à-dire que si vous avez un crash, vous avez tous les environs qui sont gelés sur place. Très amusant. Ça jette un froid. Hein. Il y a actuellement des recherches sur la métallurgie des poudres, on y travaille, qui consistent à faire des matériaux fractales, des nanomatériaux qui absorbent les molécules d'hydrogène. C'est-à-dire des matériaux poudrés dont le rapport surface-volume est très élevé et qui permet de piquer les molécules d'hydrogène dedans, comme une éponge. Et là, c'est des réservoirs à 2-3 bars, alors 2-3 bars, c'est que dalle, et qui permettent pratiquement de stocker autant que l'hydrogène liquide. Donc nous, on travaille dessus, sur le stockage. Puis après, il y a le moteur, et là, je vais vous donner un scoop. Vous avez soit le réacteur, qui est mort il n'y a pas très longtemps, et qui est un ingénieur allemand, qui a inventé un moteur rotatif, qui a été fabriqué en petite série dans des voitures, qui est un moteur auto-équilibré, qui avec l'essence, il ne marche pas très bien. Avec l'hydrogène, c'est nickel chrome. Alors l'hydrogène, si vous voulez, justement du fait qu'il est fugace, il va marcher mieux. C'est très curieux. L'hydrogène a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts, si vous voulez. Et justement, on croirait que le moteur Wankel, il a été inventé pour l'hydrogène. Seulement, Wankel est arrivé 50 ans trop tôt. Parce que quand il est arrivé, eh ben oui, c'était de l'essence. Et là, on n'a pas réussi à le mettre au point. Absolument. Enfin, sauf que quand même, je vous signale juste une chose qui n'est pas connue. Grâce aux recherches qui ont été faites sur les fuites des segments des moteurs Wankel, on a inventé les huiles multigrades, etc. Vous êtes trop jeune pour le savoir, mais moi, la voiture de mon papa, il y a 50 et quelques années, on faisait une vidange tous les 5000 km. Aujourd'hui, on fait une vidange tous les 30 000 km. On a multiplié par 6. Et bien, c'est grâce au moteur Wankel, je vous signale, oui, parce qu'on a fait des recherches sur les segments et sur les huiles pour le moteur Wankel, c'est passé complètement inaperçu, comme tout ce qui est important. Et donc, ce qui est important, ça ne se voit pas. Hein. Et donc, on a fait des recherches sur ces huiles, dont les moteurs classiques ont bénéficié, et le pauvre Wankel est tombé dans l'oubli. Mais sans moteur Wankel avec le mariage moteur Wankel hydrogène, moteur Wankel hydrure, c'est le moteur du futur.